Voilà, bonsoir tout le monde, je commence l'enregistrement. Alors, le programme de ce soir, il est très simple. On va voir comment le visage de Zineb El Razoui a évolué dans le temps, puis voir des clips TikTok vite fait sur le sujet de la drague et la séduction. Ok? Sujet simple ce soir. On alterne entre les thèmes des deux chaînes que je gère actuellement. Ok. Zineb El Razoui. Pour introduire rapidement, c'est une meuf journaliste qui s'est fait connaître suite aux attentats de Charlie Hebdo. C'est tout. Mais c'était pas le sujet de ce soir. Warvix qui a demandé, et les gens, Joe Biden ne se représentera pas, il va se passer quoi? Il va rien se passer du tout. Il n'y a rien qui va changer. Allez, on va commencer. Alors, comme je le disais, Zineb El Razoui, elle est apparue dans les médias surtout suite aux attentats de Charlie Hebdo, en 2015, je crois. Et dans ses premières apparitions, elle ressemblait à ça. Bon alors là, vous venez de voir deux vidéos d'elle en 2016-2015. C'était avant sa transformation. Et aujourd'hui, elle ressemble à ça. Enfin, pas aujourd'hui. Vers 2017-2018, elle ressemblait à ça. Voilà. Il y a quand même une sacrée transformation. Hein. Si je devais, on va dire, évaluer son niveau de beauté avant et après, je dirais qu'avant, dans une classe de lycée ou de TD de fac, elle était vers le tiers du milieu, mid-tiers. Et après, je trouve qu'elle va quand même dans le premier tiers, le top tiers. Je sors toujours cette façon d'évaluer top tier, mid tier ou low tier avec une classe de lycée de 15 meufs. On va analyser son visage. De haut en bas, elle a un front qui est normal, qui est bien. On fait de haut en bas, ok? Elle a un front qui est normal, qui est bien. Ni large, ni trop haut, selon moi. Il est bien, ce front. C'est tout ce qu'on demande à un front, en fait. De ne pas être gros, globalement. On descend un petit peu au niveau de ses sourcils, qui, on verra plus tard, vont changer. Là, on va juste dire que la partie médiale, la partie interne des sourcils, très souvent est au même niveau, voire est plus haut que la queue du sourcil, c'est-à-dire la partie externe des sourcils. Parce que vous allez voir qu'ensuite elle va la remonter. Pour faire une petite analogie, c'est un peu comme quantus externe et quantus interne. On parle de yeux courbants lorsque le quantus externe latéral est situé plus bas que le quantus interne. Là, on pourrait un peu dire pareil des sourcils. L'extrémité externe est plus bas que l'extrémité interne. Vous allez voir. Une seconde. C'est aussi un truc qui évolue lorsqu'on vieillit. On a la partie externe des sourcils qui descendent. Là, je crois qu'elle avait... Attends, cette année, elle a quel âge? Une seconde. Cette année, elle a 42 ans, donc en 2016, elle avait 8 ans en moins. Elle avait 34 ans. Ici, on voit aussi que l'extrémité externe, latérale, est plus bas que l'extrémité interne. Mais sinon, ses sourcils, à part ça, ils sont bien, quoi. Ses yeux, elle a des yeux standards, je dirais. Ni laid, ni beau. Inclinaison neutre ou légèrement négative. On descend un peu plus bas. Elle a un nez qui est très remarquable et qui va aussi changer. Elle a un nez pas très beau, quoi. Franchement, pas très beau. Grosse pointe. Le dos du nez s'élargit de haut en bas. Le dos du nez dans la partie haute est plus fin que la partie basse. La pointe du nez descend beaucoup par rapport aux ailes du nez. Elle a un nez vraiment méditerranéen, nord-africain, assez typique, qui est pas ouf. Là, on voit aussi qu'elle a une petite bosse au niveau des dos du nez. C'est assez typique des nez méditerranéens. Là, il me semble que c'est en 2017. En dessous de ses yeux, c'est assez creux, mais je pense que sur ce plateau radio de RTL, elle n'était pas du tout maquillée. C'est un peu creux en dessous des yeux. Bon, c'est quasiment la norme pour tout le monde, quoi. C'est plutôt lorsque ce n'est pas creux que c'est l'exception. C'est ni beau ni laid, c'est random. En dessous de ses yeux, en tout cas. Enfin, la zone en dessous de ses yeux. Elle a des pommettes qui ne sont pas remarquables. Elle a des pommettes qui ne sont pas remarquables. C'est pas laid, c'est pas beau, c'est standard. On descend un petit peu. Des lèvres pulpeuses, qui sont bien en fait. Si là elle n'est pas maquillée, elle a des lèvres plus pulpeuses que la moyenne, je dirais. On voit aussi que dans cette vidéo de 2016, elle a pas une jawline super ouf, quoi. Pas une jawline super ouf. Je pense qu'elle a perdu du poids entre 2016 et 2017 sur cette vidéo. En dessous du menton, en dessous de la mâchoire, il y a pas mal de graisse, quoi, et de tissu mou. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Seniseki Yomodo, elle est passée de 2 à 4. Ah, je pense pas quand même, pas 2 quand même. Parce que 2, normalement, t'as même un peu du dégoût, quoi, je dirais. Enfin bon, ce n'est que mon échelle à moi. Ce n'est que mon échelle à moi. On a tous notre échelle qui nous est propre. Pickles a dit, ses yeux tombent vers le bas au niveau de ses extrémités. Ce n'est pas très esthétique, malheureusement. Oui. Elle n'a pas, on va dire, une inclinaison cantale positive. Il est neutre, légèrement négatif. Ouais, c'est pas ouf. Elle a des rides nasogéniens, sillons nasogéniens.
C'est le truc en forme de triangle avec une base inférieure qui part des ailes du nez et qui se dirige vers les coins de la bouche. Le centre de son visage est plat, quoi. Il ne se projette pas en avant. Elle n'a pas de projection vers l'avant du milieu de son visage, du tiers moyen. C'est pas ouf, quoi. Une zone en dessous des yeux qui est plate, voire creuse, et des sillons nasogéniens. Mais je ne dirais pas jusqu'à dire qu'elle est laide, je dirais qu'elle passe inaperçue. Elle laisse indifférente, voilà, je dirais, en termes de beauté. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Et globalement, j'ai repéré au moins deux gros changements, vous allez voir. On passe tout de suite à l'après. Ça, c'est elle en 2018 et plus. Elle devient franchement pas mal, Les deux gros changements, en dehors de tout ce qui est maquillage, contouring évidemment, on voit qu'au niveau de ses sourcils, je commence par le moins évident, elle a eu, je pense, un lifting de la queue des sourcils. Peut-être même, je l'ai pas dit tout à l'heure, peut-être même blépharoplastie supérieure. Je reviens aux vidéos d'avant, vous allez voir. Là, on voit qu'elle a pas mal les paupières supérieures qui tombent, les paupières supérieures qui retombent sur ses yeux. Il y a d'autres photos plus parlantes, vous allez voir, une seconde. Voilà. Elle a des paupières supérieures qui sont vraiment lourdes. Et là, on voit bien, elle a, je pense, une expression neutre là. La queue des sourcils est beaucoup plus basse que la partie interne des sourcils. Et donc après, on voit qu'elle a plus du tout les paupières supérieures tombantes. Elle a les queues des sourcils qui ont été relevées, probablement un lifting de la queue des sourcils. Et plus ou moins blépharoplastie supérieure. La troisième grosse intervention, c'est évidemment le nez, quoi, qui là, eh bien. On voit que le dos du nez garde la même largeur dans la partie haute jusqu'à la pointe du nez. Dans la partie haute du dos du nez jusqu'à la pointe du nez. Elle garde la même largeur, c'est très bien. Maintenant, elle a un nez qui passe complètement inaperçu. Par rapport à avant, je vous remets. Avant, elle avait un dos du nez qui s'évase en descendant. Maintenant, il garde la même largeur de haut en bas. Ce qui est très bien. Principale intervention pour résumer donc, lifting queue de sourcils et probablement blépharoplastie supérieure pour rendre les paupières supérieures moins lourdes par rapport à cette photo. Avant, après, avant, après, avant, après. Peut-être qu'il y a eu d'autres interventions, hein, comme par exemple tout ce qui est comblement du milieu du visage, peut-être comblement des sillons nasogéniens par acide hyaluronique par exemple. C'est vrai que même animée, elle a plus du tout de rides nasogéniens. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon voilà, ensuite je précise bien que tout ce que je dis sur Zineb El Razoui, je n'ai pas de preuve qu'elle ait eu des interventions pour quoi que ce soit, ce sont juste des conjectures de ma part. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, Zineb El Razoui. Donc on résume, encore une fois, lifting des queues des sourcils, blépharoplastie supérieure, des paupières supérieures, rhinoplastie, peut-être acide hyaluronique sur le milieu du visage, et certainement un régime aussi. Elle a perdu du poids tout simplement. C'est accessible à tout le monde ça. Peut-être qu'il y a eu plus qu'une perte de poids, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu un lifting au niveau du cou, peut-être aussi. Liposuction. Comme je dis, ce ne sont que des conjectures. Il y a plein de manières d'arriver au résultat d'après. Il y a plein de manières différentes pour passer de l'avant à l'après, qu'on peut voir ici à l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, elle passe du tiers moyen d'une classe de 15 meufs à, je pense, le top tier. Elle passe de mid-tier à top tier. Dans une classe de 15 meufs, elle passe de 10-15e aux 5 premières. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des souvenirs de vos années de lycée ou de fac? Sur 15 meufs, elle passe de mid-tier à top tier. Donc, tiens, je vais vous montrer une autre vidéo d'avant-après de rhinoplastie, vous allez voir. Bon là, ce n'est pas Zineb El Razoui. C'est 3 meufs qui ont publié sur les réseaux sociaux leur transformation.
Voilà, les 3 meufs, ce sont 3 sœurs apparemment, qui avant avaient un nez très remarquable, on ne voyait que ça. 3 meufs qui avaient un nez qui, je pense, masquait la beauté du reste de leur visage. Elles passent d'un nez, on peut dire, laid à beau nez, et franchement, ça révèle les autres atouts qu'elles avaient au niveau du visage, qui étaient masqués par le nez avant. Parce que le nez attirait trop l'attention. Elles passent d'un nez laid à un beau nez. Un beau nez, c'est un nez qui se remarque pas, quoi, pour simplifier. Bon, on va passer au clip TikTok si ça vous dit. J'en ai 5 à vous montrer. Allez, on y va tout de suite. C'était assez rapide pour Zineb Erazoui. On a mis 20 minutes. On va passer au clip TikTok, une seconde. Obligé de vous raconter, voilà, je suis choqué. Je suis choqué de ce que j'ai vu sous mes yeux aujourd'hui. Je vous explique. Enfin, je fais mon alternance dans une boîte et tout. Il y a voilà les jeunes. Bref, il y a une fille, elle arrive au bureau ce matin, elle a le cœur brisé à mort. Elle a le cœur brisé à mort et tout, elle était grave pas bien, tu vois. Elle nous a expliqué un peu vite fait et tout. Déjà, ça, je trouve, c'est un truc de fou. T'es là, t'expliques tes problèmes au taf alors qu'on connaît pas ton mec, on te connaît même pas en vrai. Il y a toujours un charou, il est là. il aime bien ça, il aime bien la vulnérabilité, tu vois. Il aime bien. Moi, du coup, j'étais à côté et tout, j'écoutais ce qu'il disait. En vrai, ça me fait peur. La meuf, elle est là, lui explique les problèmes, lui, il la conseille. Et le pire, c'est qu'il la conseille vers la porte de sortie, tu vois, pas vers la communication, pas pour régler les histoires. À midi, ils sont là, ils vont manger ensemble. Déjà, c'est une dinguerie. J'en suis sûr qu'elle le dit même pas à son mec. Le pire dans tout ça, c'est que c'était pas une histoire de fou, c'était un truc banal. T'es un couple, vous vous aimez, il y aura des petites embrouilles, forcément. Mais là, elle a fait l'erreur de venir au taf après une embrouille. Son gars, il a fait l'erreur de la laisser venir après une embrouille. Fin de journée, je vois qu'ils rentrent ensemble. Tu vois, en mode, la meuf, elle rentre avec le mec, mon collègue. Elle rentre avec lui et tout, il la dépose. Bref, c'est une dinguerie. Et moi, c'est un truc de fou. Et me dites même pas c'est rien. Pour moi, c'est un truc de fou, ça. Ça veut dire, ma femme, elle travaillera pas. Wallah, elle travaillera. Inch'Allah, je vais tout faire pour pas qu'elle travaille. Je vais subvenir à ses besoins. Tout ce qu'elle a besoin, je donnerai. Mais je veux pas qu'elle travaille. Parce que voilà, c'est trop méchant ce qui se passe. Bon, pour résumer, c'est un jeune homme qui raconte que sur son lieu de travail, il y a une meuf qui est venue en étant triste et elle s'est fait consoler. Elle s'est confiée à un collègue à qui elle a déjeuné. Peut-être qu'ils sont rentrés ensemble. Enfin, on ne sait pas. Elle s'est fait accompagner. Et apparemment, lui, il a une vision du couple qui fait qu'il préfère que sa femme ne se confie pas à ses collègues, ne fréquente pas trop de collègues masculins, quoi. Et à la fin, il dit moi, plus tard, je ferai tout pour que ma femme n'ait pas à travailler. Il est très certainement musulman, de par ses formules, Inch'Allah, Wallah, des trucs comme ça. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir, quoi. Pour donner envie, pour qu'une meuf accepte d'être dépendante de toi financièrement, dépendante de son mec financièrement, la meuf, elle va forcément peser le pour et le contre. Moi, j'ai ce niveau d'études, je peux gagner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois, si je bosse. Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes revenus de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour dépendre seulement du salaire de mon mec? C'est facile de convaincre une meuf qui est peu qualifiée, qui si elle travaille, gagne par exemple seulement le SMIC, qu'une meuf qui est qualifiée, qui a des diplômes et qui, si elle travaillait, gagne par exemple 2000, 3000, 4000 euros. Donc si ce mec ne vise pas trop en termes de meuf, s'il vise une meuf qui gagnerait de toute façon pas beaucoup, là il pourra éventuellement la convaincre de rester à la maison. Mais il pourra pas viser des meufs hyper qualifiées, quoi. Viser bas, c'est plus facile d'obtenir la compliance de sa meuf ou de son mec, hein. Ça marche aussi dans l'autre sens. Voilà, quoi. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir. Il peut vouloir que sa meuf n'ait pas à travailler, soit obéissante, fasse la cuisine, fasse le ménage, tout ce qu'il veut. Ne parle pas aux autres mecs, n'ait pas de réseaux sociaux. Mais à moins de la forcer, il devra lui donner de bonnes raisons à sa meuf d'être compliante, d'être accommodante vis-à-vis de ses exigences à lui, des conditions de vie en couple qu'il voudra imposer. Pour imager, c'est très difficile pour un mec lambda d'imposer ses conditions à Miranda Kerr, par exemple, que d'imposer ses conditions à Magalax. Voilà. La personne qui veut le plus impose ses conditions de vie en couple, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va passer à la vidéo suivante si ça vous dit. Ouais, c'est une vidéo de 17 secondes. C'est juste une meuf qui est dans un lieu public, probablement un bar, sur la terrasse d'un bar. Et elle filme à son insu un serveur, un barman beau gosse. Et elle met en annotation « Ceci est le plus beau barman que je n'ai jamais vu ». Et c'est vrai qu'il est hyper beau gosse, quoi. Bien apprêté et génétiquement bien doté.
Beaux yeux, beau nez, en dessous des yeux, c'est très bien. Jawline, très très bien aussi, parfait. Pas de calvitie, Norwood 0. Ouais, c'est un sacré beau gosse, quoi. D'un point de vue structure osseuse, il a l'air solide et tout. On va passer à la vidéo suivante, si ça va. Pété de rire. Il y avait ce mec super gentil que j'ai rejeté plusieurs fois. Quelques mois plus tard, je le croise dans le train sortir avec une autre fille. Puis je suis rentrée chez moi et je me suis mise à pleurer. Oh, c'est juste une meuf sur Twitter qui dit qu'un mec qu'elle a certainement friendzoné depuis plusieurs mois, qui était amoureux d'elle. Et finalement, ça l'a triste de voir que ce mec est passé à autre chose. Il y en a qui vont interpréter ce tweet en se disant que le fait de moins exprimer ses désirs envers une meuf peut vous rendre attirant à ses yeux. Ce n'est pas forcément vrai. Ce qu'elle raconte à travers ce tweet, ça ne veut pas dire que la meuf désire le mec. Ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse de lui. Peut-être qu'elle perd juste une amitié qu'elle regrette de ne plus avoir. Ou un simp, un mec qui lui rendait des services. Et maintenant, elle n'a plus accès à ces services. Voilà. Le fait qu'elle pleure maintenant, là, ça ne veut pas dire qu'elle disait qu'elle est amoureuse. Qu'elle pouvait potentiellement tomber amoureuse de lui. Peut-être qu'avant, elle était trop gentille. C'était une relation unilatérale. Et maintenant, c'est une relation qui est encore moins que unilatérale, quoi. C'est-à-dire personne ne désire personne. Peut-être que là, elle regrette juste une amitié qui n'existe plus ou un simp qui ne la sert plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle a du désir ou éprouve des sentiments pour lui maintenant. C'est une petite publication, on va passer au suivant si ça vous dit. Ah là là là, c'est une sacrée story time. Oui, je suis maquillée. Ça m'arrive. Bon, bah allez, on va se le faire. Story time. Mon date Tinder avec un Brakma qui avait une certaine particularité parce qu'il était tordu. Mais oui. Bon, pour changer, j'étais sur Tinder pour assouvir une dalle que j'avais créée suite à indépendance affective. Merci papa, bonsoir à toi, connard. J'étais là, j'étais pas dans mon assiette ces derniers temps. Je sautais de queue en queue, de braquemar en braquemar. J'avais la frisée sensible. Et puis un jour, je tombe sur un bel homme. On avait parlé, tout ça matchait bien. Et puis, de discours en discours, on s'est dit, pourquoi pas se rencontrer, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je vous le donne en mille où est-ce qu'on s'est rencontrés. Chez moi, oui, on s'est rencontrés. Les attentes étaient à la hauteur parce que ce garçon était vraiment très mignon. Et bien que je rêvais secrètement d'être en couple, j'avais mon devoir inassouvi d'envie intime qui devait être réalisé. On discute et tout comme à chaque fois d'ailleurs de mes dates Tinder. Je lance, vous savez, sur la télé un film, un machin pour faire genre. Comme Sens Botidan, Lyon, Scolé, tout ça commence à devenir caliente. Se rapproche de plus en plus. Il y a des mots doux qui sortent, des petits bisous parfois qui arrivent. Et c'est là que l'histoire commence. Voyez-vous, on était en train de se rouler des grosses péloches à l'ancienne quand j'utilise ma petite main pour me glisser vers son entrejambe. Et là, je sens une boule, mais pas une boule genre abricot, une boule pastèque. Je me suis dit, c'est pas possible, il a mis une ceinture de chasteté en métal, enfin je ne sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va essayer d'en venir à bout de cette histoire. Je dégrafe le pantalon, et là, surgit devant moi, sous mes yeux ébahis, un braquemar qui était genre en angle droit, tordu. Après, je dis pas, c'était un beau braquemar, mais j'étais un petit peu surprise par la forme de celui-ci. Parce qu'il m'est venu tout à l'esprit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour faire une insertion? Ma frisée n'est pas prête pour ça, je ne suis pas équipée. L'ustensile, il était robuste, hein, bien épais, bien long. Et que moi, j'ai voulu lubrifier à l'aide de mes mains. Sauf que, au bout de 5 secondes, j'étais complètement crevée, en fait. L'engin demandait beaucoup d'énergie. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu ça après, plus tard, dans ma vie, mais là, je n'avais jamais vu ça. Alors, je me disais, mais je vais quand même pas le mettre dans ma bouche. Alors, j'ai essayé, j'ai failli dégobiller. Donc, mesdames, messieurs, les braquemars tordus, c'est traître, hein, c'est traître. Et même pour l'insertion, je me suis dit, mais je vais avoir mal. Parce que moi, je fais du vaginisme, mes amis, donc j'ai mal de base. Eh ben, putain, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Une relation de qualité. Et je peux vous dire qu'avec cette forme-ci, je me suis découvert des plaisirs que je n'aurais jamais cru possible. Ah bah là, elle a frisé, on a pris un coup, hein. Ah bah, c'est très simple, à la fin de la relation, elle a perdu tous ses poils. Et Dieu sait qu'elle était touffue. Bon, enfin, voilà. J'avais publié sur TikTok cette vidéo. Il y en avait un qui avait fait la remarque qu'elle ressemble un peu à Pierre Ménès. Bon, c'est pas pour la clocher, mais c'est vrai qu'il y a un petit air quand même, de ressemblance avec Pierre Ménès. Donc là, c'est une meuf qui clairement a un certain talent pour le storytelling, pour raconter des histoires et pour les monter aussi. Parce que je crois qu'elle a plus de 100 000 abonnés sur TikTok à raconter ce genre d'histoire. Peut-être qu'elle ment, hein, mais ce qu'elle prétend vivre dans ses story time est très vraisemblable. Je pense que c'est largement illustré par des expériences Tinder dont j'en avais fait de nombreuses dans le passé.
Donc là, elle raconte juste un date Tinder avec un mec qui avait un braquemar déformé. Le déroulement du date est très classique. Hein. On fait venir une meuf ou on va chez une meuf. On met un truc à la télé sur un écran pour mettre l'ambiance, quoi, pour faciliter le rapprochement. Les meufs planifient ce genre de choses. Et les mecs peuvent aussi planifier ce genre de choses. Et ensuite, ça devient de plus en plus physique, quoi, tout simplement. C'est comme ça que se font tous les rapprochements physiques entre un homme et une femme dans leur parade nuptiale. Je pense que ce qui fascine dans ce genre de vidéos, lorsqu'elles sont postées en ligne, c'est que très certainement, il y a beaucoup de mecs qui sont, entre guillemets, dégoûtés de voir qu'une meuf comme elle, qu'ils estiment, selon eux, pas très désirable, ait autant de facilité pour faire des rencontres avec le sexe opposé, voilà. Mais c'est tout simplement les hommes qui sont prêts à viser des meufs qui valent 1 point, 2 points, voire 3 points en dessous d'eux. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer à noter cette meuf, mais si elle vaut X, elle match et donne rendez-vous et s'accouple avec des mecs qui valent plus 1, plus 2, voire plus 3 par rapport à elle. Peut-être plus 4, exceptionnellement, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. Et comme elle le dit, secrètement, elle espère pouvoir se mettre en couple. Mais peut-être elle ne rencontre que des mecs qui veulent juste s'accoupler avec elle, mais pas rester sur le long terme. Parce que ça coûte moins cher pour les mecs. King Gilgamesh cringe la vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu cringe. Mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un truc divertissant, quoi. Du storytelling. Avec la façon de parler, le montage qui donne un côté comédie, tout simplement. Moi, je la trouve marrante, cette meuf. Moi, je pense que, d'un point de vue personnalité, tu te marres plus avec elle que la majorité des meufs dans votre entourage. Je pense que cette meuf-là est beaucoup plus fun, beaucoup plus marrante, beaucoup plus charismatique. Je parle juste de la personnalité, hein, que la majorité des meufs de votre entourage. Moi, je la trouve super marrante. Je prends cette vidéo pour ce qu'elle est, quoi. Elle se veut divertissante, marrante, et c'est tout, quoi. Peut-être que cette meuf a dû compenser d'autres malus de sa personne par une bonne personnalité, un humour, un talent pour le storytelling et le montage. Voilà. King Gilgamesh, le marché de l'Aziz est détenu par les femmes, peu importe la note. En fait, c'est plutôt les femmes dominent le marché vis-à-vis de tous les mecs qui valent moins qu'elles, autant qu'elles, mais aussi les mecs qui valent plus 1, voire plus 2 par rapport à elles. Les meufs dominent tous les mecs de 0 à plus 2 par rapport à elles. Et les mecs dominent toutes les meufs de 0 à moins 1, moins 2 par rapport à eux. Il y a un décalage des 2 points, on va dire. Allez, on continue, on va passer à la vidéo suivante. Dernière vidéo, je pense. Ensuite, on peut se faire l'étude de taste. Allez, vidéo suivante. La vidéo dure 10 secondes. Bon, voilà, c'est tout, quoi. Je vous mets sur pause les annotations. Moi qui ne croyais plus en l'amour, triste, puis cet homme a quitté son pays pour vivre avec moi et a appris ma langue pour que l'on puisse se comprendre. Bon, alors juste pour précision, j'avais regardé son profil. C'est une meuf qui avait fait un voyage au Sénégal en étant célibataire. Et lorsqu'elle est rentrée, elle n'était plus célibataire. Elle est partie célibataire, elle est rentrée en couple. C'est une meuf quelconque, je dirais, qui, avant ça, n'arrivait pas à trouver l'amour ou n'arrivait pas à se caser avec des mecs qu'elle désirait. C'est ça qu'il faut préciser. Peu importe ce qu'elle vise ou ce qu'elle vaut. Et elle rentre avec un Sénégalais qui a pris la peine d'apprendre sa langue et qui a déménagé pour être avec elle, pour vivre avec elle. Elle fait ce que font beaucoup d'hommes qui partent en Afrique, en Europe de l'Est ou en Asie, du tourisme amoureux, entre guillemets. Ça existe aussi pour les femmes. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Tinder, tout ça, elle n'avait pas forcément besoin de partir. Mais je pense qu'en partant, elle peut toujours viser un peu plus haut que si elle ne chassait que localement. Par exemple, supposons que cette meuf en France, je sais pas, elle peut viser des mecs du 5e décile par rapport à tous les Français. Je pense qu'en partant au Sénégal, elle peut viser des mecs du top 4e voire 3e décile parmi tous les Sénégalais, je ne sais pas. Elle peut viser des plus hautes ligues au Sénégal qu'en France. Si en France, elle ne peut que viser des mecs qui se situent vers la médiane, au Sénégal, peut-être qu'elle peut viser le top tier, par exemple. C'est pour ça qu'elle est revenue avec ce mec. Blackhead, effectivement. Et c'est pareil pour les hommes qui font du tourisme amoureux à l'étranger. Ils peuvent viser 1 ou 2 points de plus que s'ils chassaient localement en France ou en Europe, en Occident. Iniesta Samuel, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un homme de se marier? Comme tout, il y a des avantages et inconvénients, évidemment. Mais je pense que le rapport avantage-inconvénient en 2024 est moins avantageux qu'il y a, par exemple, 50 ans. Oui, il y a beaucoup moins d'avantages.
Mais disons qu'aussi qu'avant, ce n'était pas forcément qu'une question de volonté de rester ensemble. Plus on remonte dans le temps et plus c'était obligatoire, voire vital, de rester ensemble. Aujourd'hui, autant un homme qu'une femme, si on ne se marie pas, si on reste célibataire toute notre vie, si on se contente seulement de relations d'un soir, entre guillemets, on ne risque pas de mourir, quoi. Disons que ce sont les contraintes qui autrefois obligeaient à rester en couple, à rester marié, qui ont sauté aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est facultatif. Pour la survie, avoir une progéniture, pour élever la progéniture, pour l'éduquer la progéniture, ce n'est plus tellement nécessaire d'être en couple. C'est de moins en moins le cas. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais les avantages se réduisent de plus en plus. Autrefois, les femmes avaient intérêt à rester en couple, à rester mariées. Leur survie en dépendait. Aujourd'hui, 2/3, voire 3/4 des femmes qui initient les divorces dans les pays occidentaux. Ça montre à quel point elles sont passées de « je suis obligé de rester fidèle, je suis obligé de maintenir en vie mon couple, mon mariage » à « je sais à quoi de rester marié en fait. Tiens, divorçons. Plus aucun intérêt à rester marié. Même les meufs. Hein. Elles peuvent même avoir des intérêts à divorcer. Pension alimentaire, tout ça. Ça dépend des lois selon les pays. Mais ça, c'est une question d'avancée technologique, hein, tout simplement. Autrefois, pour gagner sa croûte, c'était des métiers physiques. Aujourd'hui, les métiers physiques deviennent de moins en moins physiques. La part de métiers physiques dans le marché du travail se réduit. Ce sont de plus en plus des métiers, entre guillemets, intellectuels, peu physiques, qui prennent le dessus. Et ces métiers-là sont accessibles aux femmes. Les tâches ménagères, le temps qu'il faut accorder aux tâches ménagères, sont largement réduit par les appareils ménagers, la technologie. Il y a de moins en moins de raisons de rester en couple, tout simplement. L'éternel, est-ce que tu penses que la charia est la seule solution possible pour que le couple ait de nouveau une utilité? Déjà, pourquoi est-ce que la charia convainc de moins en moins aussi? Avant, peut-être qu'on se posait des questions existentielles et la charia, les religions, étaient une réponse plus ou moins satisfaisante pour l'époque. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne tient pas debout, quoi. Il faut aussi avoir envie d'adhérer à la charia. Tu vois. Qu'est-ce qui justifie la charia, à part le fait d'être crédule? Aujourd'hui, en 2024, pour être crédule et croire à la charia, croire au récit islamique, faut vraiment être peu renseigné, quoi, je dirais. Est-ce vrai que l'on devient de plus en plus gros? Si oui, pourquoi? C'est vrai qu'on devient de plus en plus gros. Et pourquoi? Tout simplement parce que on a certainement notre cerveau qui est quasiment le même qu'il y a 5000, 10 000 ans, qui nous incite toujours à faire des réserves de graisse. On va dire, sur les 3000 dernières années, on est passé d'un accès à la nourriture qui était difficile à un accès trop facile, je dirais. Et on a toujours le même cerveau qui nous pousse à faire des réserves alors que ce n'est plus trop nécessaire. Si vous voulez, pour chiffrer ça, on va prendre une quantité de 2000 calories par exemple. 2000 calories. Je donne des nombres ronds pour faire simple. Je donne des nombres au hasard. Là, j'invente certainement. Peut-être qu'il y a 3000 ans, on dépensait 1500 calories pour rapporter 2000 calories. Aujourd'hui, on dépense 100 calories comme effort pour apporter 2000 calories à la maison, quoi. Ces chiffres ne sont certainement pas exacts, mais c'est pour vous faire comprendre. On a de moins en moins besoin de faire d'efforts pour apporter une même quantité d'énergie, quoi. Plus le temps passe, et moins on a besoin de se dépenser pour rapporter une quantité d'énergie donnée. Et c'est pour ça qu'on devient obèse, tout simplement. Si on fonctionne en mode pilotage automatique, c'est très facile de devenir gros. Ce sont notre goût, notre appétence pour tout ce qui est sucré et gras, ça donne bon goût, ce qui fait qu'on devient gros, quoi. Tout simplement. Je pense qu'on a gardé notre appétit d'il y a 10 000 ans, alors que la disponibilité de la nourriture a beaucoup changé. Notre appétit est resté le même, mais notre accès à la nourriture a été trop facilité, je dirais. Et c'est pour ça qu'on devient gros. Tout comme on est toujours attiré par des seins et des culs, alors que la médecine et l'accès facile à la nourriture rend aujourd'hui les accouchements beaucoup plus faciles et la nutrition des nouveau-nés beaucoup plus facile aussi. Donc aujourd'hui, ça sert à quoi pour une meuf d'avoir des gros seins, des hanches larges? À rien en fait. Elle peut donner du lait artificiel, accoucher par césarienne, et tout se passe bien, quoi. C'est comme aujourd'hui, pour une meuf, ça sert à quoi de se caser avec un mec grand? D'un point de vue survie, un mec peut faire 1m50 et ne jamais être confronté à des animaux sauvages de sa vie, quoi, en 2024. Ça sert à quoi d'être grand? Ça sert à quoi d'avoir des gros seins et des hanches larges? On a toujours les mêmes désirs qu'il y a 3000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Alors que les risques de famine et les risques obstétriques sont quasiment réduits à zéro aujourd'hui en 2024. On va passer à des petits détails si ça vous dit. On a fait 2 ou 3. À moins que vous ayez des vidéos à me proposer, c'est aussi possible. Je sais pas, des vidéos de Léo des Philogines, Kylian Sensei, je sais pas, ou Thaïs Tescuffon, d'autres youtubeurs francophones du marché de la drague si ça vous dit. Je connais pas en fait, je ne les suis pas. Donc. Faudra me les proposer ou soit on passe au-dessus de Thaïs. On fait 2, 3.
Est-ce que tu penses que le style vestimentaire joue dans la séduction? Je pense que le style vestimentaire peut plus être un malus qu'un bonus. Si tu t'habilles sobrement, à ta taille, voilà quoi. Tu peux pas trop améliorer ta personne quoi. Et qu'est-ce que j'entends par sobrement? Je peux illustrer une seconde. Ce que j'entends par s'habiller normalement, c'est par exemple ça quoi. Je sais pas, vous habillez comme ça ne vous fait pas perdre de points, ça ne vous fait pas en gagner. Mais bien vous habiller, je sais pas, comme ce mec par exemple, ça ne vous fait pas gagner beaucoup de points quoi. Ça vous fait peut-être gagner, on va dire, 0,5. Bien vous habiller par rapport à vous habiller normalement, ça ne vous fait pas gagner grand-chose. Mais très très mal vous habiller, ça peut vous faire perdre des points, éventuellement. Je dirais que c'est un peu comme les odeurs. Une très mauvaise odeur peut vous faire perdre des points par rapport à quelqu'un qui ne sent rien du tout. Mais vous mettre du parfum, sentir bon, n'est pas un gros bonus par rapport à ne rien sentir. C'est un gros bonus par rapport à sentir mauvais, mais ce n'est pas un gros bonus par rapport à ne rien sentir. Allez, on va passer au tweet de Thaïs. La plupart des filles qui sont sur les applications de rencontres n'y sont pas pour trouver un homme de valeur à qui fonder un foyer, mais pour gonfler leur ego. Arrêtez de suivre des filles qui ne vous calculent pas sur Insta et faites comme elles, traitez-les en option. En dessous, c'est une vidéo d'une meuf qui annote « Normalisons le fait d'avoir des Tinder pour augmenter ses abos Insta, please ». Bon, il est vrai que des meufs utilisent Tinder pour gonfler leurs réseaux sociaux, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que, on va dire, trouver un mec n'est pas toujours leur objectif premier, trouver une relation entre guillemets sérieuse. Mais si elle tombe sur un beau mec, même si une meuf ne cherchait pas ça initialement, elle ne dirait pas non quoi, tout simplement. C'est comme, je sais pas, vous rejoignez un club de musique ou un club de sport, pas forcément pour trouver l'âme sœur, mais par hasard, si vous tombez sur quelqu'un qui en vaut la peine, à vos yeux, vous ne direz pas non quoi, tout simplement. Et il y en a qui vont vraiment pour trouver un mec, mais peut-être qu'elles ne veulent pas s'engager avec vous parce qu'elles estiment que vous n'en valez pas la peine quoi. Si vous êt Brad Pitt ou Christian Grey, vous arriverez à vous mettre en couple pour du sérieux avec n'importe quelle fille sur Tinder, tout simplement. Mais bon, là je pense que Thaïs, qui a une ligne éditoriale très pro-homme, veut surtout faire du man empowerment et leur dire que Tinder ça n'en vaut pas la peine, parce que peut-être que de toute façon, ils n'arriveraient pas à séduire ou à avoir des matchs sur Tinder, ce qui est vrai. Mais ça ne veut pas dire que les filles vont sur Tinder uniquement pour gonfler leur Insta, quoi. Ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, la majorité des couples se forment grâce à Internet. Peut-être pas le plus sur Tinder, mais je pense une grande partie. Allez, on va passer au tweet suivant. On en fait encore un ou deux. Ensuite, on arrête, si ça va. Ça fait 1h10 qu'on est là. L'IA pourrait très bien planter un couteau dans le dos de ces hommes, car en réalité, l'IA va surtout voler des millions de femmes aux hommes qui les recherchent. Découvrez comment l'IA va amplifier encore plus la solitude masculine en Occident. Je n'ai pas vu la vidéo, mais c'est vrai. Si vous voulez, on la regardera une autre fois. J'en ai déjà parlé. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui utilisent des chatbots du genre ChatGPT ou similaires comme confidents pour leur tenir compagnie, quoi. Il y en a de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est encore une raison de moins de se caser avec le sexe opposé. Encore une raison de moins. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, plus on remonte dans le temps et plus un homme ou une femme devait assumer des rôles différents, un rôle polyvalent pour son partenaire ou sa partenaire. Aujourd'hui, tous ces rôles peuvent être redistribués sur plusieurs entités différentes qui séparément assument beaucoup mieux chacun de ces rôles. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. On regardera même cette vidéo la prochaine fois. Effectivement, et Aziel, Alexa ne me trahira jamais. Effectivement. Et Alexa, elle, au moins elle est disponible 24 heures sur 24. Contrairement à toi. Et ça, c'est ce que peut se dire autant des mecs que des meufs qui peuvent se confier à des chatbots. Allez, on continue. Je ne parle jamais de ma vie privée et utilise mes réseaux à des fins professionnelles uniquement. C'est essentiellement pour me protéger. Du coup, j'ai le sentiment d'être vu comme un robot, comme si je n'existais pas vraiment dans la vraie vie et que je ne suis pas sincère dans ma démarche. Marguerite m'a dit un jour que parfois, oser se confier un peu et laisser un peu de spontanéité, ça peut avoir du beau. Et quand je fais la connaissance de nouvelles personnes, elles me disent très souvent « tu gagnerais à être plus connu ». Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Bon là, elle explique très certainement comment elle gère ses réseaux en tant que personnalité publique. C'est vrai que faire un peu de storytelling sur sa vie, ça peut permettre aux abonnés, à la communauté qui la suit, de l'humaniser un petit peu, c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde l'étude de Thaïs, t'as l'impression que c'est un peu un bot red pill. Allez, tu t'y vas. Il fallait que j'en parle depuis un moment, et l'actualité récente m'a donné l'occasion de le faire, mais je pense que les femmes ne devraient pas exercer des métiers tels que l'armée,
garde du corps, policier ou encore vigile, sauf rare exception compétente bien sûr. Et avant d'attraper ma veste, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans la nuit de samedi à dimanche, Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat de la part d'un militant d'ultra-gauche antifasciste qui lui a tiré dessus. Et là, tout le monde s'est demandé comment ça avait pu être possible que son service de sécurité ait pu laisser arriver une telle chose. On parle quand même d'une des personnalités politiques les plus menacées au monde, alors le minimum syndical c'est d'avoir une sécurité rapprochée hors pair. Et c'est là qu'on se rend compte que parmi les membres des services secrets ce jour-là se trouvaient, je vous le donne dans le mille, des femmes. Et il n'y a qu'à voir à quel point elles avaient l'air désemparées et stressées pour comprendre le problème. Elles étaient complètement submergées par le stress. Regardez seulement cette photo. Et franchement, loin de moi l'idée de me moquer de ces femmes qui ont postulé pour un job qui consiste à mettre sa vie en danger pour autrui. Franchement, respect pour ça. Mais d'un autre côté, après avoir vu ces images, il m'est impossible de dire que les femmes sont les mieux placées pour ce genre de travail. Personne n'ose le dire de peur de se faire taxer de misogyne, mais moi, je m'en moque. Mais je vous le dis, je me sentirais toujours plus en sécurité protégée par des hommes policiers, des hommes pompiers, des hommes militaires, des hommes vigiles, des hommes gardes du corps, que des femmes. C'est pas que je pense qu'aucune femme ne peut faire ce travail. Une femme entraînée est probablement capable de mettre une arme dans son étui bien plus rapidement que la plupart d'entre nous. Mais dans des situations de vie ou de mort comme celle-ci, les femmes font preuve de moins de sang-froid que les hommes. Elles supportent moins le stress et en plus elles ont moins de 2 fois la masse musculaire d'un homme. Donc oui, la nature est injuste, mais plutôt que de pousser les femmes dans ce type de métier pour remplir des quotas de parité ridicules et baisser les critères d'admission à ces métiers pour des raisons idéologiques, ce qui met tout le monde en danger finalement, encourageons plutôt les femmes dans des voies qui leur correspondent davantage. Et si certaines femmes réussissent autant que les hommes, elles ont entièrement leur place, mais c'est pas le cas de la majorité d'entre elles. Alors voilà, les féministes guerrières dans les films, elles ont beau ressembler à ça, mais dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça. Et vous en pensez quoi? Ce qu'elle dit dans cette vidéo, elle a totalement raison, quoi. Il y a des réalités biologiques, de différences physiques entre les hommes et les femmes qui font que, en moyenne, certains métiers sont plus adaptés aux hommes qu'aux femmes. C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Et évidemment que le fait d'instaurer des quotas, que ce soit sur le sexe ou la race ou n'importe quel autre critère, c'est évidemment ce qu'on appelle des propositions politiques d'identité, quoi. C'est pour permettre à des gens de s'identifier, de vivre par procuration les vies de quelques exceptions qu'on sélectionne pour des postes juste parce qu'ils sont des femmes, juste parce qu'ils sont noirs, juste parce qu'ils sont homos. Tiens, ce mec est noir comme moi. Il a été choisi pour ce poste important. Donc, je vis un petit peu par procuration, comme si c'était moi qui étais à ce poste important. Voilà. C'est applicable pour les femmes, pour les homos, pour les trans, etc. La politique d'identité, c'est pour permettre à des gens qui ne valent pas grand-chose en tant qu'individus de pouvoir vivre par procuration à travers une minorité qu'on sélectionne pour qu'ils les représentent, quoi. On met à des postes importants, je ne sais pas, une femme, un trans, un noir, pour que les femmes, les trans, les noirs, qui ont tendance à s'identifier à d'autres femmes, d'autres trans, d'autres noirs, aient l'impression d'avoir réussi alors qu'individuellement, ce n'est pas le cas. C'est juste ça, ce qu'on appelle les politiques d'identité. C'est clairement idéologique, c'est démagogique. C'est pour permettre à des gens, on va dire, qui ne valent pas grand-chose, intellectuellement, physiquement, financièrement, pouvoir s'identifier à d'autres personnes qui ont des caractéristiques en commun avec eux, pour leur donner l'impression de réussir, voilà. C'est de la démagogie, clairement. C'est ma petite parenthèse politique d'identité. Tiens, si ça veut dire, on va voir l'article de Wikipédia sur cette notion. Politique identitaire, politique d'identité sont une approche politique où des facteurs d'identification particuliers développent des programmes politiques fondés sur ces identités. Le terme est utilisé de manière diverse pour décrire des phénomènes aussi variés que le multiculturalisme, les mouvements des femmes, les droits civils, les mouvements LGBT, les mouvements séparatistes régionaux. Bref, comme j'avais dit une fois, la politique c'est choisir qui on sert et qui on dessert. Et la politique d'identité c'est donner l'impression qu'on sert ce groupe-là, qui s'identifie sur ce critère particulier, en élisant une exception qui représente bien ce groupe, pour que ce groupe ait l'impression d'être servi. Je mets un homo à un poste important pour donner l'impression à tous les homos qui s'identifient à ce groupe, sur ce critère-là, de se sentir servis, tout simplement. C'est pour des gens qui vivent par procuration. Voilà. Est-ce qu'on en reste là pour ce soir? La prochaine fois, on se fait la vidéo de Thaïs sur l'IA, si ça vous dit. Mais entre-temps, on va faire un autre live pour l'autre chaîne, qui est plus généraliste. Eternal a dit la reine des simples, et c'est comment parler à son auditoire. Effectivement. La ligne éditoriale de Thaïs est très pro-homme, très man empowerment. Une ligne éditoriale très masculiniste, on pourrait dire ça.
On va rester là pour ce soir si ça vous dit. Merci pour votre temps et votre attention. D'Eternal et Aziel, Inesia Samuel, King Gilgamesh, Pickle, Senisuki Yamodo, merci à vous. Je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée. Kokube, à plus, à Pagna.